Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à froid dans le setup pour parler du Barça, pour revenir sur ces deux derniers matchs très compliqués avec deux défaites à la clé. Juste avant la trêve, c'est une mauvaise façon de partir en pause pendant 2 semaines, mais on va dire que cette pause, elle tombe aussi au meilleur des moments pour casser cette dynamique et espérer, à la fin de la trêve, revenir avec de meilleures intentions, de meilleurs éléments. On va parler de tout ça, on va parler de la séquence qui est désastreuse et on va parler de ça bien sûr calmement tous ensemble. Les amis, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui me soutiennent ces derniers temps, ça fait extrêmement plaisir de vous voir nombreux sur ce genre de vidéo. Bien sûr, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui me laissent un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir de parler tous ensemble. Et nous, on est tout de suite parti pour parler de ce Barça un peu plus en profondeur. Bon, déjà, quels sont les points les plus importants à ressortir de cette semaine? C'est tout simplement qu'on a pris 6 buts en 2 matchs, en 90 minutes à chaque fois, et c'est une équipe qui n'a pas su trouver les solutions. Alors, ça s'explique comment? Déjà, ça s'explique avec des absents. Déjà des absents au poste de gardien de but. On a Juan Garcia qui est absent et on voit que ça fait vraiment la différence, notamment sur le deuxième match contre Séville où, alors oui, Tech ne fait pas un mauvais match, il sauve même quelques beaux ballons en début de match, mais on le voit, sur la fin de rencontre, il prend des buts trop facilement et ça nous coûte extrêmement cher. Le troisième but, il doit jamais le prendre, c'est un but, voilà, le tir est mauvais, c'est un mauvais tir, le tir est pris de manière excentrée. Que ça finisse au fond, c'est tout simplement scandaleux. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie d'en vouloir à Szczęsny? Non, la réponse est non, mais c'est une explication. Je vous la donne, on va progressivement, on monte dans le terrain. Et je trouvais donc ça important de revenir sur Szczęsny, qui, c'est vrai, n'est pas du tout le titulaire et qui n'est pas au niveau, il faut se l'avouer. Bon, le gardien est maintenant mis de côté, on en a déjà parlé, on va monter dans cette équipe et on va parler de la défense. Là, il y a déjà un énorme dossier défenseurs. Alors par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par les latéraux? Est-ce qu'on commence par les défenseurs centraux? Je crois que ça va être l'heure des défenseurs centraux. On en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que là, voilà, en ce 6 octobre 2025, j'ai besoin de faire un petit point sur les défenseurs centraux, faire une photographie de la situation actuelle. Et la situation actuelle, elle n'est vraiment pas au bout fixe. Déjà, la situation, c'est la suivante. On a Inigo Martinez, le patron de la défense, axe gauche, qui part cet été, qui part en Arabie Saoudite. Un départ vraiment surprenant pour tout fan du Barça. C'est lui qui gérait cette profondeur. C'était un vrai guerrier, un joueur qu'on avait trouvé, qui matchait avec le Barça. Et donc c'est vraiment dommage qu'il soit parti. On s'était dit que ça allait être une grosse perte. Et dans les faits, c'est une énorme perte. Une énorme perte. Pourquoi? Parce que sans lui, le Barça doit faire avec 4 défenseurs. 5 si on veut compter Jules Koundé, Eric Garcia, Andreas Christensen, Ronald Araujo et bien sûr Pau Cubarsí. Les 4 ne sont pas à leur meilleur niveau actuellement et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun automatisme entre ces 4 défenseurs. En tout cas, notre ami Hansi Flick n'y arrive pas. Il n'arrive pas à trouver la bonne complémentarité. Il change de match en match. Contre Newcastle, il nous met Cubarsí, Araujo. Sur le papier, je dis bien, c'est les 2 défenseurs qui ont la plus grosse valeur marchande, c'est les 2 défenseurs qui, je pense, ont le plus gros salaire. Donc tu les mets, tu leur fais confiance. Ça a quand même marché un petit peu dans le passé. Tu te dis, bon allez, on va essayer de construire sur eux. C'est 2 joueurs qui restent relativement jeunes. Tu te dis, allez, on va tester Cubarsí, Araujo. Et au final, ça marche plutôt pas mal sur le début de saison. Il y a des bons matchs. J'ai souvenir de matchs solides de leur part, notamment le match à Newcastle où ils sont très bons, où Araujo fait vraiment un bon match de la tête dans le duel, où il vient concasser les gros défenseurs adverses. Ça, c'est vraiment une très belle chose, un très bon point. Et d'avoir un défenseur comme Araujo, même si ballon au pied, c'est très compliqué, et même au niveau de l'intelligence défensive, on l'a encore vu contre Séville, il a des grosses lacunes, il fait des fois des fautes complètement stupides, il peut te mettre dedans dans un match. Maintenant, dans la globalité de la saison, c'est un type de défenseur qui peut être intéressant à certains moments. Maintenant, est-ce que c'est un titulaire dans cette équipe? Non, il faut arrêter de lui faire confiance parce qu'il ne te le rend jamais. En plus, c'est un joueur qui joue axe droit qui est la meilleure position de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, depuis qu'il a été coupé d'Inigo Martinez à gauche, il est lui-même à gauche, et là c'est très compliqué. Cubarsí, c'est un joueur qui doit jouer à droite, il y a ses automatismes à droite, et dès qu'il part à gauche, c'est beaucoup plus compliqué, il a moins de repères, il arrive moins bien sûr à se mettre dans les circuits de relance, il est moins serein. Et toutes ces choses-là, ça fait que ça va dégrader son niveau global. Et on le voit, actuellement, Cubarsí, il est moins bien.
hein. Bien sûr qu'on l'aime, bien sûr que c'est un joueur d'avenir, bien sûr que c'est un des meilleurs cracks à son poste. Mais actuellement, il faut avoir la lucidité de le dire. Koubarsi est moins bon et mériterait pour moi de faire un petit tour sur le banc ou alors de repasser à son poste préférentiel, axe droit. Maintenant, vous allez me dire quelles sont les autres alternatives. On a parlé de Koubarsi, on a parlé de Ronald Araujo et finalement, voilà, on a eux. Et derrière, on a Eric Garcia et Christensen, ce pool de 2 joueurs qui sont des bons joueurs, qui sont des joueurs intéressants et qui sont des joueurs, pour l'instant, qui n'ont pas la confiance du coach. Alors, Eric Garcia, c'est différent. Eric Garcia commence à bien revenir, que ça soit défenseur droit, que ça soit central. Il a joué contre le Paris Saint-Germain, il a fait un vrai bon match. Il est rentré contre Séville, il a fait une belle entrée. Mais c'est quand même un joueur... Voilà, petit format, petite taille, est-ce que c'est sur lui que tu as envie de baser ta défense? Voilà, toutes ces genres de questions, j'ai du mal à y répondre tout de suite. Comme Christensen, c'est un joueur vraiment solide, mais à chaque fois qu'il est titulaire, tu as une rechute, il va se blesser, il va être indisponible. Toutes ces choses-là, bah, c'est compliqué pour un entraîneur, mais malgré tout, j'aimerais dans le futur que notre ami Flick nous installe une charnière. Alors je ne sais pas laquelle ça sera. Pourquoi pas repartir sur la charnière de 2022-2023 qui avait très bien marché avec Xavi. On avait pris très peu de buts. La charnière Christensen-Araujo, voilà, ça avait marché. Pourquoi pas repartir là-dessus? Ou tout simplement Christensen-Koubarsi. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment fixer une charnière parce que là on n'y arrive pas. Dans tous les domaines c'est compliqué. Notre jeu avec le hors-jeu ne fonctionne plus. On l'a vu avec Araujo en début de match contre Séville. Totalement à la ramasse sur plein d'actions, il essaye de jouer le hors-jeu mais il n'y arrive pas et donc par conséquent il lâche le marquage parce qu'il est plus concentré sur la ligne du hors-jeu que réellement sur l'homme. Donc au final, quel est le bénéfice derrière ça? Tout ce genre de questions, il va falloir que Flick y réponde, il va falloir que Flick arrête également avec sa physionomie de défendre très très haut à la médiane sans presser. Pour moi c'est un contexte de jeu que tu peux faire pendant 30, 40 minutes pendant une séquence du match, mais le faire tout le temps, on le voit hein, sur les derniers matchs, c'est trop compliqué, tu t'ouvres trop derrière, tu laisses trop de brèches, et avec tes qualités de joueur défensivement, tu ne peux plus le faire, tu n'as plus la marge pour essayer de revenir, pour que les défenseurs reviennent, c'est plus possible, ça ne fonctionne plus, et en défense, pour moi, c'est un des gros problèmes de ce Barça qu'il va falloir absolument régler. Bon, les défenseurs, on a fait quand même quelques minutes. Les latéraux maintenant. Les latéraux qui font un mauvais début de saison. Alors Baldé, bien sûr qu'il fait un mauvais début de saison parce qu'il n'est pas là. Donc ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire souvent. Baldé, c'est un des meilleurs défenseurs gauche du monde quand il est à son meilleur niveau. Mais le problème, c'est qu'il est rarement à son meilleur niveau. Il était déjà blessé fin de saison passée. Il nous avait vraiment coûté contre l'Inter Milan et il nous avait lâché. Il n'était pas là. Contre, bien sûr, ce début de saison, contre Paris, contre Séville, il n'est pas là non plus. C'est Gérard Martin qui dépanne. Gérard Martin est quand même à des années-lumière d'un niveau d'un titulaire normal au Barça. C'est quand même compliqué. Tu te dis, pourquoi on n'a pas de défenseur backup? On n'a pas de backup à gauche, on n'a pas de backup à droite. Mais voilà, personne ne s'inquiète. C'est des postes qui sont importants dans le football. On le voit avec Mendes, avec Hakimi. Des postes clés où tu as besoin d'avoir des éléments forts qui font des différences. Et actuellement, tu n'as que 2 joueurs, Baldé et Koundé. Derrière, c'est très compliqué. Tu tombes sur des Garcia, tu tombes sur des Martin, tu tombes sur des Geoffrey Torrens. Des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être dans l'équipe première. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment répréhensible. C'est un problème pour ce Barça qui va devoir également retrouver du niveau. Koundé, j'aime pas son début de saison. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Au début de saison, il perdait sa place sur Eric Garcia. Et je me demande s'il ne devrait pas la reperdre parce qu'actuellement, il passe quand même à côté de certains matchs. Alors, il fait un très bon match à Newcastle. Et je tiens à le dire parce que c'est vraiment important de faire un bon match là-bas. Mais derrière, contre Paris et contre Séville, les deux, il passe à côté. Il est pris dans les duels. Sa qualité défensive, sa qualité première passe un peu au second plan. Donc voilà, toute cette ligne de défense, le top 4, là, le back 4, ils vont devoir se remettre en question, ils vont devoir progresser. Parce qu'actuellement, prendre 2 buts par match, c'est pas normal quand tu es au Barça. Prendre 3 buts de moyenne sur les 2 derniers matchs, 2 défaites, 2 fois où en plus tu termines ouvert complet, tu termines en courant vers ton but. Bref, moi c'est des images qui me font mal au cœur.
Et c'est des images que j'ai plus envie de revoir, quoi. Je veux plus. Je veux une défense solide, qui défend en avançant, qui arrête d'être pris dans le dos toutes les 2 secondes. C'est quand même très compliqué, quoi, d'être défenseur au Barça. Et j'ai envie aussi que Flick rende la vie un peu plus simple à ses défenseurs, leur demande peut-être moins de choses, qu'on soit un peu plus serein, et qu'on redémarre de l'arrière, et qu'on arrive à être plus serein dans sa surface, qu'on arrive à baisser un peu en pression. Pour moi, c'est positif, il faudrait faire ça. Bon, les défenseurs, c'est fait. Le milieu de terrain, alors je ne vais pas revenir longtemps sur Pedri et De Jong, on l'a déjà fait, c'est un milieu qui fonctionne bien, heureusement qu'ils sont là, j'ai envie de dire les deux. Maintenant, on a quand même un problème de structure, on a un problème de contrôle, on n'arrive plus à poser le ballon, à être vraiment serein dans la relance, à construire depuis derrière, à avoir 70-80% de possession, des choses qu'on n'arrive plus à voir au Barça. Et moi, ça m'inquiète et ça me frustre aussi que le Barça, bien sûr, le Barça que j'ai connu avait énormément de possession. C'était un Barça qui avait le contrôle sur le jeu, qui mettait une emprise sur son adversaire, qui au final faisait qu'il allait craquer au fur et à mesure. Et là, c'est plus le cas. Je ne retrouve pas ce Barça-là. Et pour moi, c'est aussi dû au fait qu'on n'a plus de numéro 6, qu'on n'ait plus de base, qu'on n'ait plus ce point pivot derrière les deux milieux de terrain relayeurs qui permettent de faire circuler le ballon, d'avoir un point d'ancrage défensif comme dans la construction. Et actuellement, avec Pedri De Jong, j'ai l'impression qu'on se cherche un peu, on n'a pas de troisième joueur. Pour moi, on devrait densifier ce milieu de terrain parce que vous me parlez de Fermin, vous me parlez de Dani Olmo. C'est deux joueurs qui sont trop légers dans l'impact global, on les voit pas assez. Même un Fermin Lopez que j'aime beaucoup, je suis pas sûr que ça peut être un titulaire parce que dans ce genre de match, tu as besoin de peser au milieu de terrain. Et c'est des joueurs qui pèsent que dans des courtes séquences, quoi. Dani Olmo, des fois il fait un contrôle sympa, des fois il fait une passe sympa, mais c'est trop peu. C'est trop peu, on n'a pas de constance dans le match. Quand on regardait à l'époque un Busquets, Iniesta, Xavi dans le trio, les trois avaient un impact démentiel sur le jeu. Ils touchaient énormément de ballons, plus de 150 ballons par match, ils touchaient le ballon 200 fois. Enfin bref, c'était des joueurs qui avaient vraiment de la maîtrise, qui mettaient le tempo, qui pouvaient rassurer l'équipe sans ballon, avec ballon. Et ça, pour moi, on l'a plus. Alors, que faire à terme? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe par une intégration de Casado ou de Marc Bernal? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe par un Pedri plus haut? Peut-être. Est-ce que ça passe déjà par un Dani Olmo et Fermin Lopez qui soit un peu plus sur le côté? Parce que les deux, on en fait 1 sur 2. Fermin, c'est bien sympa. En Liga, en Ligue des Champions, il n'arrive pas. Derrière, tu le mets titulaire, il n'est pas bon. Olmo, c'est catastrophique. Donc, au final, peut-être que les deux doivent un peu passer sur le banc. Et derrière, reformater ton milieu de terrain. Est-ce que Flick aura le courage de le faire? Je ne sais pas. Mais on va aussi l'attendre là-dessus, pouvoir modifier des choses dans sa tactique, pouvoir faire évoluer son jeu, pouvoir faire évoluer son logiciel. C'est quelque chose d'important pour un entraîneur, surtout quand tu entraînes le Barça avec un style de jeu qui est tant réputé. Tu as besoin de t'ajuster, tu ne peux pas rester dans l'erreur. Et ça va être quelque chose que je vais attendre vraiment. Alors, tu as aussi des absents là au milieu de terrain, c'est vrai. Quand tu as Fermin qui n'est pas là, quand tu as Gavi qui n'est pas là, c'est compliqué. Mais tu es quand même le Barça, tu ne dois pas perdre 4-1 contre Séville. C'est des choses qui ne sont pas permis. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est aussi inquiétant au niveau physique. Quand tu vois le physique de Pedri, de Jong, je me dis, on est qu'en octobre. Comment ça a déjà soufflé, tu as déjà le capot ouvert pour certains. Je me demande si la prépa est vraiment réussie. Est-ce que tu as une prépa qui te prépare plutôt pour la fin de saison? Peut-être. En tout cas, sur ce début de saison, tu n'es pas au-dessus de tes adversaires physiquement. Et moi, j'attendais un gap avec Flick, un gap physique, qu'on soit meilleur, qu'on ait une plus grosse assurance physique. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça m'inquiète un petit peu. Pour revenir maintenant offensivement. Alors moi, j'ai vraiment un gros point, c'est Lewandowski. Elle reste, ça se comprend par rapport aux blessures. Ferran Torres n'est pas un ailier, il est aligné sur un côté contre Séville. C'est compliqué, ça doit plus être le cas. Rooney Bargui fait une entrée sympa, il a une grosse occasion. Et on voit, c'est encore trop léger, c'est trop juste pour ce genre de rendez-vous. Voilà, Rooney, c'est encore un jeune joueur. Tu peux le faire jouer à la maison, à domicile. C'est vrai que derrière, dans des contextes compliqués, quand tu dois te reposer sur lui, c'est encore trop juste. Même si j'ai envie de saluer son entrée, pleine de caractère. Une des entrées les plus mémorables de cette rencontre contre Séville. Derrière, tu as Rashford. Heureusement qu'il est là, Rashford, parce que sinon, c'est la débandade. Sinon, tu n'as plus personne. Heureusement que Rashford est là. Et derrière, pour moi, tu vas rentrer sur un moment très très important. C'est ce retour de trêve, le retour de Lamine Yamal, le retour de Rafinha, parce qu'on m'en enlèvera pas de la bouche que c'est pas la même chose avec eux, évidemment. Défensivement,
les joueurs qui pressent, hein, notamment Rafinha, vous le savez, c'est le premier déclencheur de pression. Sans lui, tu sens que c'est compliqué parce que tu presses moins, tu as moins d'agressivité, donc derrière ça peut repartir beaucoup plus facilement. En plus t'es haut, ça peut partir dans le dos, c'est dangereux, donc Rafinha va vraiment nous faire du bien. Lamine Yamal bien sûr également avec ballon, c'est un gros manque. Et derrière, pouvoir essayer d'avoir une rotation en neuf qui soit qualitative, parce que pour l'instant j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va dans cette saison, parce que Lewandowski ça m'a l'air trop juste, ça m'a l'air trop juste, ça m'a l'air trop compliqué, ça m'a l'air terminé, il a plus d'impact dans le jeu, alors il est capable sur certains coups d'avoir le bon geste, de mettre le pied au bon endroit, de mettre la belle tête comme à Oviedo, mais finalement est-ce que c'est pas un rôle de remplaçant de luxe, de impact player, et que sur 60-70 minutes, t'es un Ferran Torres qui aille presser, qui aille mettre de l'envie, malgré que ça soit un petit peu moins fort en finition, c'est pas grave, il va t'amener d'autres qualités avec le ballon, dos au jeu, parce que là, Lewandowski, c'est vraiment compliqué. Bref, voilà, c'est tous ces genres de questions que je me pose et qu'il va falloir répondre, il va falloir trouver des solutions, replacer Rafinha, Lamine Yamal, replacer Juan Garcia, trouver une combine au milieu de terrain, parce que pour l'instant, j'ai des images là que je vois là quand je me faisais le résumé, les images en fin de match. Séville qui part à toute barzingue, t'es à la rue complet défensivement. C'est pas possible au final quand t'es le Barça de te retrouver dans ces situations-là. C'est pas normal, voilà. Offensivement, tu peux douter, même si le penalty Lewandowski est totalement honteux parce que de pas cadrer, avec son expérience, avec son vécu, on en a déjà parlé dans le débrief, pour moi c'est un scandale. Maintenant, défensivement, tu peux pas être à l'agonie alors que finalement t'as pas beaucoup de blessés, quoi. Ton seul blessé c'est Juan Garcia et Baldé. T'as 2 blessés. Et t'es à la rue complet, tu te manges des contre-attaques, mais de l'enfer, avec des Adams, des gars comme Isaac Romero, etc., qui sont pas des foudres de guerre. Te mettre la panade en défense, t'es sur les rotules, quoi. T'es sur les rotules, et moi, ça, par rapport à ça, je suis quand même inquiet. Défensivement, ça fait longtemps qu'on en parle, et il va falloir des réponses, il va falloir des solutions, il va falloir que quelque chose change. T'as quand même un calendrier qui est plutôt abordable sur le retour de trêve, avec notamment Girona, l'Olympiakos et le déplacement au Real Madrid. Ces déplacements au Real Madrid qui sont importants parce qu'ils peuvent lancer une dynamique, ils peuvent lancer une saison. Le Real pourra le dire aussi, hein, quand ils gagnent chez nous avec Bellingham, le 2-1, c'est quelque chose qui va lancer leur saison, qui va leur permettre de prendre confiance. Et c'est aussi quelque chose que je vais attendre pour ce Barça. Il y a un Barça pour l'instant incomplet. Il fait plutôt un bon début de saison encore, hein, parce que tu as 6 matchs joués, enfin 6 victoires, 1 match nul, 1 défaite. T'es dans les temps de passage, t'es pas trop loin du Real Madrid, t'as encore 2 classicos à jouer, rien n'est fait, même en Ligue des Champions, c'est une phase qui est très longue, donc rien n'est définitif. Vraiment, s'il faut retenir de cette vidéo, c'est que rien n'est définitif, tout est amené à évoluer, heureusement, et j'ai envie de dire qu'on va l'attendre, parce que si ça n'évolue pas, il va y avoir un problème, et c'est vrai que ce genre de défaite, 2-1 contre le Paris, contre le PSG, avec de gros absents, c'est compliqué, et là 4-1, en étant à l'agonie défensivement, en prenant des buts totalement ouverts derrière, c'est également pas vraiment réjouissant. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur le Barça. Voilà, quelles sont vos solutions? Vous avez compris mes solutions au cours de cette vidéo, je pense qu'il va falloir trouver une charnière, qu'il va falloir redescendre parce qu'on est trop haut, on veut un jeu qui soit trop énergivore alors que devant, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à presser, on n'arrive plus à vraiment gêner le pressing adverse, et donc on se retrouve dans une situation d'incompréhension. Les défenseurs sont très hauts, les attaquants sont très bas. Au final, t'arrives à rien. Alors, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Cette semaine, c'est trêve internationale, donc on se retrouvera pour quelques pronos, quelques débriefs, un petit peu moins, je pense, que ces derniers jours où il y a beaucoup de rythme. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, et bien sûr, Visca Barça.